Pouvoir commencer. Mesdames et messieurs de la presse, merci pour votre présence et je profite aussi pour saluer nos collègues sénateurs qui participent à la mission et qui sont là ce matin, et Madame la Présidente aussi de la délégation aux collectivités qui nous fait l'honneur de sa présence. Monsieur le rapporteur, cher Mathieu. Alors, Mesdames et messieurs, nous vous proposons de vous présenter aujourd'hui les conclusions du rapport de la mission d'information sur l'avenir de la commune et du maire. Cette mission, composée de 21 membres, a été lancée en début d'année à l'initiative du groupe Les Républicains. Et c'est M. Mathieu Darnaud qui en a été désigné rapporteur et j'en ai assuré la présidence. Au cours des 6 mois qu'elle aura duré, elle nous aura permis de recueillir la parole des maires et celle des principales associations qui les représentent sur les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur mandat et les souhaits qu'ils forment pour leur avenir. Nous avons conduit 4 déplacements en Ille-et-Vilaine, dans les Vosges, en Haute-Garonne et dans la Somme, pour rencontrer sur le terrain des élus locaux et nous confronter à des réalités territoriales différentes. Enfin, à l'initiative de notre rapporteur, notre mission a lancé 2 consultations. La première, celle des élus locaux, a rencontré un certain succès, puisque près de 3000 élus ont répondu, dont 2093 maires. Si cette consultation ne présente pas les caractéristiques méthodologiques d'un sondage, le vaste échantillon des répondants nous a permis de mieux cerner les ressorts des difficultés actuelles des maires et leurs souhaits d'évolution. Par ailleurs, nous avons aussi lancé un sondage conduit par l'Institut CSA sur la perception des Français à l'égard des maires et des communes. Le résultat de ces 2 consultations sont publiés dans le cadre du rapport de la mission d'information. Nul d'entre nous n'a pu être indifférent au sujet de notre mission, puisque l'actualité nous a aussi un peu rattrapés. Pour les anciens élus que nous sommes, beaucoup à avoir été, et certains nous le sommes encore, et pour des sénateurs qui se tiennent au plus près des collectivités territoriales, s'interroger sur l'avenir de la commune et des maires, c'était s'interroger sur ce qui fait le cœur de la démocratie locale. Dresser un constat lucide de la situation actuelle des communes et des maires et chercher à comprendre les ressorts de la crise qu'ils traversent. Esquisser aussi les pistes pour la surmonter. Telle était l'ambition de notre mission d'information et c'est ce à quoi s'est employé notre rapporteur durant ces 6 mois. Et je vais lui laisser dès à présent la parole pour qu'il vous présente nos principaux constats et nos recommandations. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. À mon tour de souhaiter aux journalistes ici présents et à celles et ceux qui nous suivent en visioconférence la bienvenue et les remercier de l'intérêt qu'ils portent à notre mission. Je veux remercier Madame la Présidente, chère Maryse Carrère, avec qui nous avons formé un tandem qui s'est attaché à être à la fois utile, agile, en essayant de n'omettre aucun des territoires de France, parce que la volonté que nous nourrissions, c'est véritablement de prendre en compte l'ensemble des situations que peuvent rencontrer les élus, et notamment les élus municipaux, sur les différents territoires de France. Je veux remercier également Madame la Présidente de la délégation aux collectivités, chère Françoise Gatel, avec laquelle nous avons l'habitude de travailler en étroite collaboration, et lui dire que finalement ce rapport, c'est aussi un signe de la constance des propositions sénatoriales, puisque nous nous sommes efforcés de donner de la résonance et un écho tout particulier aux travaux qui ont été commis par la délégation. Je veux parler notamment du sujet récent des secrétaires de mairie. Je veux également parler de la question du statut de l'élu ou des conditions d'exercice des mandats locaux, ainsi que, bien sûr, le sujet qu'elle connaît par cœur, celui des communes nouvelles, qui constitue, selon nous, un outil qu'il convient d'approfondir et qui est aussi une des solutions à la crise que nous connaissons et que l'ensemble des maires ont bien voulu traduire lorsque nous avons eu l'occasion de les auditionner. D'ailleurs, j'ajoute à ce qu'a dit Maryse Carrère que nous avons aussi beaucoup auditionné en dehors des visites de territoire que nous avons fait. Et puis remercier les membres de la mission, Anne Chanarcher, Jean-Michel Arnaud, Brigitte Devessa, Jean-Marc Boyer, parce qu'ils ont été des membres très actifs de la mission. Et c'est aussi à travers eux et grâce à eux que nous avons pu avoir
un maximum d'élus qui ont souhaité porter témoignage de ce qu'ils vivent. Parce que ce rapport sénatorial, cette mission sénatoriale, se veut aussi un reflet de la situation que rencontrent les élus des différents territoires de France dans toute leur complexité, mais aussi en essayant de définir les contours des solutions qui peuvent s'offrir à eux. Dire aussi que ce rapport, et c'est important, il questionne à nouveau la démocratie locale. Et si on a voulu, au travers du titre, Avis de tempête sur la démocratie locale, soignons le mal des maires, mettre en exergue ce lien étroit qu'il y a entre la situation que rencontrent les élus des territoires et la démocratie locale, c'est parce que pour nous, la démocratie locale, c'est quelque chose qui est essentiel à conforter et que cette crise que nous avons essayé de décrire, sur laquelle nous avons essayé de poser un diagnostic, elle pose en perspective l'avenir de la démocratie locale. Alors l'intérêt de ce rapport, Maryse Carrère l'a dit, c'est avant tout d'établir un diagnostic. On a beaucoup parlé, notamment dans les médias, de la situation actuelle. Alors que l'actualité rappelle à l'envi, que ce soit avec les problématiques que nous avons rencontrées, avec l'agression et le drame qui est arrivé à Saint-Brévin, que ce soit il y a quelques jours encore avec malheureusement les émeutes qu'a traversé notre pays, avec les conséquences malheureuses que l'on connaît et qui ont largement confronté et mis les maires et les élus locaux en première ligne. Pour autant, aucun diagnostic et surtout aucun rapport n'a fait état de façon aussi précise de la situation en documentant, c'est ce que Maryse Carrère s'est attachée à rappeler, avec notamment le fait de mettre en place une concertation via la plateforme du Sénat et un sondage pour justement permettre de mesurer quelle était à la fois la vision, les attentes de nos concitoyens par rapport à l'avenir de la commune, à l'avenir de leurs élus, ce qu'ils attendaient très directement des élus locaux sur notre territoire. Et puis, pointer du doigt les difficultés et la réalité de ce que vivent les élus, du nombre exact de démissions à la fin du mois de mai, puisque ce sont plus de 1079 maires qui ont démissionné à l'échéance du 30 mai 2023. Mais plus inquiétant encore, quasiment 30 000 élus locaux démissionnaires depuis le début du mandat, ce qui est là relativement supérieur à ce que nous avions connu par le passé et particulièrement sous le mandat précédent. Donc ce diagnostic, il pointe aussi du doigt, au travers notamment du sondage, les attentes de la population française, de nos concitoyens vis-à-vis de la mairie, vis-à-vis de la commune, vis-à-vis du maire. Pour eux, la commune, c'est bien sûr l'échelon de base de la démocratie locale. On retrouve la démocratie locale, mais c'est aussi ce lien particulier de proximité qu'ils nourrissent, qu'ils entretiennent avec leurs élus. C'est aussi dans des temps parfois compliqués, avec la succession et la conjonction de crises que nous venons de rencontrer, un lieu où on peut s'adresser très directement à ces représentants. Et ça, je crois que le sondage le met tout à fait en exergue. Il considère que c'est aussi la commune le lieu de l'efficience. C'est important de le dire parce que dans un temps où il y a une défiance parfois vis-à-vis des représentants et de la démocratie représentative, de l'ensemble des élus, on voit bien que le maire échappe quand même encore à ce constat, ce qui est à la fois rassurant, mais ce qui ne doit pas cacher aussi une réalité, parce que même si la commune reste plébiscitée, reste finalement la première des collectivités reconnues, appréciées et quasiment plébiscitées, notamment au travers des chiffres du sondage, l'élu, quel qu'il soit, à commencer par le maire, le conseiller municipal, n'échappe pas à la critique collective auxquelles sont confrontés l'ensemble des élus de France.
Par-delà ce diagnostic, nous avons donc souhaité nous attacher à définir bien sûr des pistes qui pouvaient demain redonner, si j'ose dire, un peu de souffle et surtout conforter l'engagement des élus. L'objectif final étant de les inviter à se réinvestir parce que nous craignons, disons les choses très clairement, que 2026 soit finalement une séquence municipale qui est une traduction toute particulière avec un désengagement fort des élus. Alors, pour en venir maintenant très directement aux grands axes de réflexion et aux propositions que nous avons formulées, nous avons souhaité vraiment nous attacher à redonner, si j'ose dire, ce qu'appellent de leur vœu les élus, plus de liberté dans l'exercice de leur mandat, facilitant par là même ce lien de proximité, cette nécessaire agilité dans la capacité qu'ils ont à répondre aux aspirations de nos concitoyens. C'était vraiment la première partie du rapport, comment consacrer cette France communale, cet esprit communal qui se singularise justement par cette proximité et cette revendication, si j'ose dire, de nos concitoyens à avoir des élus qui peuvent mettre en adéquation le dire et le faire, et surtout répondre, comme je le disais à l'instant, aux aspirations et aux préoccupations du quotidien. Nous avons, et ce n'est pas une première ici au Sénat, nous l'avions déjà fait dans plusieurs rapports, dans plusieurs textes, souhaité constitutionnaliser la clause de compétence générale des communes, considérant que quand on parle du lieu de l'efficience, du lieu de l'action, faut-il encore que le maire puisse avoir la capacité, la latitude de pouvoir mettre en œuvre l'ensemble de ses projets et d'avoir justement la capacité à actionner tous les leviers. Nous avons souhaité également réinterroger ce couple commune-intercommunalité, sans remettre d'ailleurs en cause l'organisation telle qu'elle est aujourd'hui, mais peut-être en changeant quelque peu de paradigme, et c'est là aussi quelque chose de nouveau dans ce rapport, c'est la réaffirmation de la territorialisation de l'action publique. Que faut-il entendre par là? La territorialisation de l'action publique, c'est finalement de créer un biotope, un écosystème local qui permet peut-être, en restant bien sûr dans le champ constitutionnel, dans le champ de la loi, de donner plus de liberté, plus d'agilité aux communes et finalement de faire de cette union commune-intercommunalité un couple qui privilégie l'efficience au regard des problématiques du territoire. Cela doit, selon nous, notamment se traduire par peut-être le fait, au début de chaque mandat, de revisiter le pacte de gouvernance, le pacte de compétences, et peut-être se dire qu'au regard de la situation, liberté soit laissée à l'exécutif des intercommunalités. Ça aussi, c'est une demande récurrente du Sénat, que certaines compétences puissent redescendre au niveau de la commune, et d'autres, si le besoin s'en fait sentir, remonter à l'échelon de l'intercommunalité. Considérant que les problématiques des territoires sont particulièrement différentes, que là où un sujet de proximité peut s'exercer au niveau de l'intercommunalité, dès lors que l'intercommunalité garde une taille relativement raisonnable, elle peut tout à fait exercer ses compétences de proximité, et qu'à l'inverse, quand on voit ces grandes intercommunalités qu'on a baptisées XXL, où on voit que les compétences de proximité sont complexes à exercer parce qu'il y a au sein même du territoire intercommunal plusieurs micro-territoires, c'est ce que nous avions d'ailleurs essayé de traiter dans la fameuse loi 3DS avec Françoise Gatel, pour tendre vers ce qu'on a appelé une intercommunalité à la carte. Alors le terme a fait beaucoup parler, mais c'est surtout la capacité, encore une fois, d'avoir cette agilité, de considérer, je le dis devant Jean-Michel Arnaud, que dans certains territoires de relief, de montagne, la compétence eau, la compétence assainissement peut tout à fait, de façon très pertinente, être redonnée aux communes, sans que justement cela ne provoque ces débats et cette opposition. Et d'ailleurs, la territorialisation de l'action publique, c'est ça finalement, c'est de se dire que plutôt que d'opposer ceux qui considèrent que, pour rester sur ce sujet, l'eau et l'assainissement ont vocation absolument à être traités par l'intercommunalité, mettant de côté la problématique du bassin hydrographique ou de bassin versant. Peut-être faut-il redonner cette latitude et cette capacité de se dire que dans chaque territoire, il y a une vérité, et donc qu'il appartient
singulièrement lorsque les élus intercommunaux ne souhaitent pas exercer, que la loi ne les oblige pas à exercer. Donc vraiment revenir à cette agilité. Et puis, la territorialisation de l'action publique, c'est aussi dire clairement que l'État doit aboutir sa déconcentration. C'est que l'État doit être incarné réellement sur le territoire départemental par le préfet, ensemblier, coordonnateur de l'action publique. J'ai coutume de dire que l'État, ça ne doit pas être cette hydre de Lerne où on aurait un État à plusieurs têtes avec ici les services coordonnés par le préfet, là des directions régionales comme la DREAL, là encore la DRAC, les services de l'éducation nationale, parce que pour l'élu local, cela devient alors parfois un parcours du combattant de trouver le bon interlocuteur et d'avoir cette capacité, cette agilité à générer de l'efficience, et surtout parce que la finalité, je le dis à l'envi, c'est de satisfaire aux besoins, aux exigences de nos concitoyens. Et par là même, vouloir simplifier, c'est le deuxième axe, les relations entre les communes, les intercommunalités et l'État. Alors cette incarnation, c'est la première réponse. Et puis il faut de la simplification. Là encore, c'est un sujet que nous avons essayé de préempter depuis longtemps ici au Sénat. Et nous avons notamment souhaité faire en sorte que, par exemple, s'agissant des dotations, des fameuses dotations qui permettent aux communes d'investir, les fameuses dotations d'équipement des territoires ruraux, les dotations de soutien à l'investissement local et la dernière née, la dotation fonds vert, puisse finalement être fondue dans une seule dotation, considérant de toute façon que c'est le projet de loi de finances qui définit les montants qui sont après répartis dans les départements et que c'est le préfet, voire la commission DETR dans les départements qui permettent de fixer les critères d'éligibilité, et donc que rien n'échappe à l'État dans l'octroi de ces crédits et dans les conditions d'éligibilité, et qu'il n'y a pas lieu dès lors de faire en sorte qu'on puisse imaginer que les élus viendraient parasiter ce process-là, et donc de la simplification, faire en sorte qu'il y ait un guichet unique, parce que là encore, beaucoup de maires nous disent, c'est d'ailleurs la question des normes, là encore largement traité avec des réponses par la délégation aux collectivités, et cet ensemble du parcours du combattant, cette chape de plomb administrative qui parfois, j'allais dire majoritairement, décourage les maires et les élus des territoires. Et donc l'idée d'un guichet unique où on aurait un dépôt de dossier vis-à-vis de ces dotations sont pour nous une façon de répondre justement à ce besoin de simplification. Pour rester sur l'idée de la simplification et peut-être de la confiance au sein du bloc communal, c'est l'idée, encore une fois, de donner des outils qui permettront, j'allais dire, d'instaurer une véritable concertation là où on a le sentiment, pour les plus petites communes, et elles sont très majoritaires dans notre commune, comprendre par là les petites communes au sens démographique du terme, la capacité de faire en sorte, quand on a notamment des grandes intercommunalités, d'avoir ce qu'on a appelé un droit de veto. Alors c'est pas une opposition stricte, c'est ce qu'on a constaté notamment dans une agglomération comme le Grand Reims, 143 communes, que la plus petite commune, dès lors qu'on lui impose un projet ou la prise d'une compétence qui n'est pas souhaitée, elle peut justement faire valoir ce droit de veto qui permet de reposer le problème et qui impose, entre guillemets, j'allais dire à l'intercommunalité, de repenser le sujet, le projet ou le transfert d'une compétence. Donc c'est vraiment mettre quelque part de l'huile dans les rouages. Alors c'est dans la charte de gouvernance, donc on n'est pas sur quelque chose qui est très normatif, mais ça permet, et on l'a vu avec une certaine efficience, de donner le sentiment que l'intercommunalité, dès lors qu'elle est relativement grande en territoire et en nombre de communes, c'est pas David contre Goliath quand on a une grande centralité par rapport aux plus petites des communes. Et puis, troisième grand axe que nous avons souhaité traiter, et là ça nous ramène au cœur de l'actualité, ce sont les conditions d'exercice des mandats locaux.
Aujourd'hui, il est une absolue certitude, c'est que les élus ont de plus en plus de mal à exercer leur mission. Parce que, on l'a dit, et c'est finalement la traduction de la première partie de ce rapport, la complexité administrative, normative à laquelle ils sont confrontés, la difficulté de plus en plus prégnante parce que la tâche et la mission est de plus en plus chronophage à conjuguer vie professionnelle, vie d'élu, parce que la vie familiale devient très souvent difficilement conciliable, parce que vous avez aujourd'hui, disons les choses très clairement, hein, quand vous êtes amené à prendre un temps partiel, des problématiques liées aux indemnités. Là aussi, on a souhaité de façon très transparente, comme nous l'avions fait dans 3DS, reposer la question, parce que sinon, ce sont des élus qui demain retourneront vers une activité professionnelle exclusive et auront tendance à délaisser leur mandat d'élu. Et puis c'est aussi, comme nous l'avons fait notamment vis-à-vis des sapeurs-pompiers, prendre en compte ce temps qui est donné à la collectivité, aux autres, à l'intérêt général, parce que c'est bon de rappeler que sur les 520 000 élus locaux, une immense majorité d'entre eux sont des bénévoles, et je dis bien des bénévoles au service des territoires, et il serait tout à fait normal, notamment que dans le calcul de leur retraite, il puisse y avoir une prise en compte de ce temps passé au service des autres, au service de la collectivité. C'est aussi redéfinir les questions, comme nous l'avions fait, d'information et de transparence aux élus par rapport aux obligations qui leur sont faites, par rapport au sujet notamment concernant le contour des prises illégales d'intérêt, pour faire en sorte qu'il y ait une véritable information, que l'ensemble des élus puissent être informés comme il se doit des responsabilités qui sont les leurs, des exigences auxquels ils doivent se conformer, mais que tout ceci puisse se faire en bonne intelligence. Et puis, c'est aussi traité, comme la délégation, je le rappelais, l'a fait, les questions des moyens. Je pense notamment aux secrétaires de mairie, parce que trop souvent, nous sommes confrontés à des communes qui n'ont plus la capacité à recruter. C'est aussi poser la question, Anne Chalarché nous le faisait rappeler, des dotations qui peuvent accompagner justement ces moyens pour faire fonctionner nos communes. Et enfin, dernier point de ce rapport, c'est la fiscalité locale. Là aussi, c'est un sujet important. Alors, bien sûr, nous nous sommes attachés à livrer quelques pistes qui sont là aussi des pistes de réflexion et des positions réaffirmées au fil du temps par le Sénat. C'est d'abord ce lien fiscal entre la commune et le citoyen. C'est quelque chose auquel nous sommes très attachés, considérant que finalement c'est essentiel. Et le rapport à la démocratie locale se comprend parfaitement, que le citoyen ait bien conscience des services que rend la collectivité et du fait que ces services ne sont pas des services gratuits, que tout cela a un coût, et c'est finalement consubstantiel de ce lien entre le citoyen et la collectivité. C'est aussi les questions un peu de visibilité. Là aussi, ça a été une demande de notre collègue Anne Chalarché, mais que tout ce qui contribue à faire vivre nos collectivités, que ce soit les fonds de concours comme le FCTVA, les dotations, puissent être communiqués, j'allais dire, le plus en amont possible pour que notamment, et ça c'est vrai dans les petites comme dans les communes les plus importantes, les maires aient la visibilité souhaitée pour pouvoir mener à bien leurs projets et pouvoir anticiper au maximum les choses. C'est important dans un temps économique que l'on sait aussi compliqué après des plans de relance successifs qui concomitants aux différentes crises que nous venons de traverser et que notre pays a traversé. Voilà, j'allais dire de façon très succincte, les différents axes et les quelques pistes. Alors le rapport est beaucoup plus exhaustif et vous trouverez
j'allais dire, beaucoup de réponses aux axes et aux questions que nous posons, aux orientations que nous souhaitons poursuivre. Mais la philosophie de ce rapport, c'est vraiment redonner de la liberté, de l'agilité au bloc communal, et puis redonner une capacité à agir. Parce que, et ça sera mon mot de conclusion, on a quand même le sentiment d'une forme de désespérance chez l'ensemble des édiles de France qui naît d'un sentiment, mais aussi d'une réalité qu'il est devenu de plus en plus compliqué d'agir et surtout de répondre aux exigences de nos concitoyens, ce qui peut créer les conditions justement d'une crise en matière de démocratie locale. C'est ce que nous souhaitons à tout prix éviter, considérant qu'il est une chose qui fonctionne particulièrement bien dans notre pays, c'est cette France communale, cet esprit communal, parce qu'il allie à la fois proximité, comme je le disais en préambule, efficience, et c'est aussi une part de l'identité de chacune et de chacun de nos concitoyens, un territoire qui est celui de l'attachement, le lieu c'est le lien, et je pense que nous avons essayé dans ce rapport, encore une fois, en considérant tous les acteurs qui participent à la vie démocratique locale, de redonner des pistes et du souffle à cette France communale. Voilà, en tout cas, merci de votre attention, puis je crois que maintenant on est tout à fait disposé à répondre à vos questions. Oui. Bonjour, Adrien Vicente pour l'agence France Presse. Une question sur les maires qui ont démissionné. Quelles raisons est-ce qu'ils donnent en général à leur démission? À vous entendre, on a plutôt l'impression que c'est une question de ne pas être en capacité de mener à bien sa mission. Et pour faire le lien avec l'actualité sur les agressions d'élus et de leurs proches, est-ce que c'est une raison qui est mise en avant aussi? Et est-ce que vous avez émis des pistes sur cette problématique? Alors, bien sûr que c'est une raison qui est invoquée. D'ailleurs, vous retrouverez l'ensemble dans le dossier de presse et dans le rapport, l'ensemble des éléments chiffrés issus de la concertation et du sondage, qui montrent que oui, c'est une raison, mais qui n'est pas la raison majoritaire. Ce que j'ai dit tout à l'heure, la raison principale, c'est la complexité de conjuguer avec cet amoncellement de normes, de contraintes, si j'osais, je dirais aussi d'injonctions auxquelles sont confrontés les élus, sans avoir en face la capacité d'y répondre et les conditions au quotidien pour y répondre. Ça, c'est la première des conditions. La seconde, elle naît de la difficulté à terme devant une mission qui est de plus en plus chronophage, à conjuguer, alors singulièrement dans ce mandat 2020-2026, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas omettre la complexité du début de mandat lié à la crise sanitaire, à la difficulté de créer du lien, singulièrement dans les communes qui ont vu des équipes municipales renouvelées avec des nouveaux maires, des nouveaux adjoints qui n'avaient pas nécessairement, j'allais dire, le recul, la pratique et l'habitude. Et dès lors, ça devient très compliqué de fonctionner et surtout de conjuguer dans l'ensemble de ces communes qui sont démographiquement moins peuplées et qui imposent à l'élu, sauf à considérer qu'il soit retraité, de conjuguer son activité d'élu avec son ou ses mandats. Et c'est vrai que ça, c'est relativement complexe. Voilà, ça, c'est vraiment les deux raisons dominantes. Après, s'agissant de cette raison liée aux violences auxquelles sont confrontés les élus, permettez-moi d'en dire un mot. Alors, ça n'est pas simplement les violences qui ont malheureusement été relayées médiatiquement, celle de Saint-Brévin, celle de Vincent Jeanbrun à l'Haye-les-Roses par rapport aux émeutes que nous venons de vivre, mais c'est au quotidien, dans tous les territoires de France, les plus urbains comme les plus ruraux, des élus qui sont confrontés à toutes les formes de violence. Et je dis bien à toutes les formes de violence, parce que ça peut être bien sûr et malheureusement la violence physique, mais c'est aussi la violence morale, c'est la violence des réseaux sociaux, quand on stigmatise, on pointe du doigt, on diffame, on accuse gratuitement un maire par rapport à un projet, par rapport à une action qu'il a voulu engager, par rapport à des orientations qu'il souhaite prendre. Et là, on a un vrai sujet, parce qu'il faut conjuguer, bien sûr, avec l'exigence en matière de liberté d'expression, mais d'appréhender, tant que faire se peut, des outils comme les réseaux sociaux, qui sont aussi une capacité d'expression très directe, parfois brutale, vis-à-vis des élus, et qui sont la source d'une forme de démotivation. Donc c'est vraiment prendre la question des violences dans leur ensemble.
S'agissant des violences physiques, nous avons déposé une proposition de loi avec François-Noël Buffet, avec Françoise Gattel, Maryse Carrère, et puis président de groupe, pour justement dénoncer cette violence aux élus, en renforçant l'échelle des peines, en traitant aussi des candidats. Parce qu'avant d'être élu, faut-il encore être candidat, et souvent les candidats eux-mêmes sont confrontés finalement, et en considérant à ces violences, et en considérant que les élus sont dépositaires de l'autorité publique, et que l'échelle des peines doit finalement être arrimée ou être élevée aux peines qui s'appliquent dès lors qu'on s'en prend à toute personne dépositaire de l'autorité publique, aux forces de sécurité notamment. Donc ça, c'est essayer d'apporter vraiment une réponse, mais il faut vraiment traiter le sujet dans son ensemble et ne pas omettre ces sujets quotidiens de violence, en tout cas d'agression verbale auxquelles sont confrontés les élus, et qui parfois sont source de découragement. Bonjour, Thomas Fraisse pour Public Sénat. Vous parlez d'ingénierie, de secrétaire de mairie et d'autres propositions auxquelles vos collègues ont déjà apporté des propositions eux aussi au cours des 2 derniers mois. Quelle est la finalité de toutes ces propositions? Est-ce que c'est de s'inscrire dans différents plans que vos collègues aussi portent, ou alors de créer un grand plan de sauvetage des mairies? Alors, trois éléments de réponse. Première réponse, j'aime à le dire et à le redire, je crois, et on l'a redit avec le président Larcher la semaine dernière à l'occasion de la présentation du groupe de travail sur la décentralisation, qu'aujourd'hui le Sénat se distingue par la constance de ses propositions. Nous avons commis avec Jean-Marie Bockel et la délégation aux collectivités un rapport sur le statut de l'élu en 2018 déjà, qui finalement reprend à peu près tous les sujets qui sont aujourd'hui sur la table, et dont la ministre Dominique Faure a elle-même dit qu'il donnerait lieu à un diagnostic qui serait partagé avec l'ensemble des associations d'élus. Moi, je lui dis chiche, plutôt que de perdre du temps dans la concertation. Les problèmes, pardon de le dire, mais nous qui auditionnons, et là je parle devant tous mes collègues, parce qu'ils sont les premiers concernés, ils le font eux-mêmes dans leur territoire, et ils le font même au travers des différents travaux qu'ils ont été amenés ici au Sénat. Pardon, mais les problèmes liés aux conditions d'exercice des mandats locaux, on les connaît. Il n'y a pas besoin de reposer un énième diagnostic qui va nous faire perdre encore 6 mois. Le Sénat les a déjà largement expertisés, et on a toutes les pistes de solutions qui sont sur la table. Donc je pense que si vraiment le gouvernement aspire à se saisir de ce sujet, il peut le faire très directement, bien sûr, sans omettre la concertation tout à fait légitime avec les associations. Donc la première chose, c'est vraiment de dire, voilà, ce travail, ces difficultés, ce mal des élus, c'est pas la première fois qu'on le pointe du doigt, c'est pas la première fois qu'on parle de l'avenir de la commune, c'est pas la première fois qu'on met sur le tapis des propositions, quelle qu'en soit leur nature. Deuxième chose, c'est qu'on a toujours essayé de donner à ces sujets une traduction législative. Lorsque nous avions commis le rapport sur les 50 propositions en juillet 2020 avec un groupe de travail transpartisan ici même sous la présidence de Gérard Larcher, là encore, la volonté, c'est d'avoir donné quelques mois plus tard une traduction législative. Et la troisième réponse, c'est de se dire qu'à un moment donné, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sujets qui n'ont pas besoin d'une traduction législative. Ce que j'ai dit, s'agissant notamment de la question de la déconcentration, faire du préfet le coordonnateur des services de l'État sur le département, l'État peut tout à fait décider dès demain qu'elle va justement agir très fortement dans ce sens, et donc par là même générer de la simplification. La question que nous avons évoquée sur le champ communal, le fait de donner plus de simplicité, d'agilité, on peut tout à fait le faire, parce que aujourd'hui la loi offre des outils qui sont déjà en vigueur. Je pense notamment à un sujet dont là encore nous avions été co-rapporteurs avec Françoise Gattel sur la simplification de l'expérimentation. C'est un sujet pour lequel il a fallu légiférer à la hâte en 2021, et
dont aucune collectivité ne s'est aujourd'hui saisie, le gouvernement et l'État n'en faisant absolument pas la promotion, et qui, selon moi, pourrait permettre finalement d'expérimenter des sujets sur certains territoires, d'autant qu'on a facilité la sortie de l'expérimentation et qu'aujourd'hui on n'a plus à généraliser, ce qui était un vrai sujet. Donc on a aujourd'hui des outils, et puis bien sûr celui que j'évoquais, c'est-à-dire le statut de l'élu, où on peut avancer. Il n'y a pas besoin à chaque fois de repasser par la loi, il faut avancer. Et je pense que la finalité aussi de ce rapport, c'est de dire, comme on l'a dit sur le groupe de travail sur la décentralisation, qu'aujourd'hui, la première des choses, c'est qu'il faut une volonté politique. Pour répondre aux problématiques des élus, il faut une volonté politique, et il faut que le gouvernement se saisisse des propositions que nous avons faites. On n'a pas la volonté et on n'a pas la prétention de dire que seul le Sénat a travaillé sur ces sujets, mais que beaucoup de sujets, encore une fois, ont déjà des réponses qui mériteraient d'être actionnées dans l'urgence. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je me tourne vers les... Ah, alors on nous dit que... oui, je crois que c'est bon. Monsieur Beuret, je crois qu'il faut que vous actionnez votre micro. C'est bon, merci. C'est parfait. Oui, donc vous vous portez au chevet de la démocratie locale, mais pour revigorer cette démocratie locale, je m'interroge, est-ce qu'il ne faut pas s'intéresser non seulement aux maires, hein, comme vous le faites, mais aussi aux oppositions municipales? Parce que, comme vous le savez, les droits de l'opposition municipale sont assez réduits. Et sur le plan national, je pense qu'on serait choqué si les droits de l'opposition étaient aussi réduits qu'ils le sont localement. Et en parallèle, est-ce qu'il ne faut pas baisser la prime majoritaire qui donne une peut-être trop vaste majorité à la liste qui arrive en tête aux élections municipales? Voilà. Donc, je voulais poser ces deux questions. Oui, alors, pour y répondre, et je pense que c'est sincèrement une complexité de l'exercice auquel nous sommes confrontés. La commune, c'est à la fois un ensemble, c'est à la fois un échelon l'échelon de base de la démocratie locale, mais c'est aussi des réalités communales qui sont très différentes. Lorsque l'on parle d'opposition, faut-il encore définir ce qu'est une opposition dans une commune de 500 habitants, de 1000 habitants, et une opposition dans une commune de 10 000, 20 ou 30 000 habitants? C'est très important de le dire, parce qu'il ne faut surtout pas méconnaître, et elles sont largement majoritaires, les communes les moins densément peuplées. Il ne faut pas méconnaître que dans l'immense majorité des cas, on n'a pas une liste qui se compose sur des sensibilités politiques. C'est avant tout des listes qui sont là au service du territoire, qui ont d'ailleurs en leur sein différentes sensibilités, parce que de toute façon, on ne va pas faire des listes politiques dans ces communes-là. Donc forcément, la question des droits à l'opposition, elle se pose dès lors qu'on a une majorité, une opposition constituée, parce que le prisme politique n'est pas le seul à définir une majorité et une opposition. On peut aussi définir une majorité ou une opposition sur des projets. Donc effectivement, il est important de faire en sorte que tout ceci soit respecté. Pour être très honnête avec vous, c'est une question que nous avons posée. C'est une question, sachant qu'on a vraiment laissé le champ le plus ouvert, le plus libre à l'ensemble des élus, à l'ensemble des associations, à l'ensemble de celles et ceux que nous avons interrogés, questionnés.
qui n'est pas ressorti le plus souvent, voire pas ressorti du tout. Pour autant, c'est quelque chose que je peux entendre, sur lequel nous avons déjà fait porter une réflexion, mais je pense que vraiment pour y répondre, il faut bien distinguer les deux catégories de communes, parce que, encore une fois, l'opposition ne se traduit pas nécessairement de la même manière. On est tout à fait disposé à expertiser. J'allais dire qu'on a, et vous le verrez, dans le rapport, essayé d'aller le plus loin dans l'expertise, dans l'ensemble des sujets qui ont été traités, mais c'est vrai qu'on peut encore pousser un peu plus loin le sujet, et peut-être le ferons-nous. On l'avait déjà évoqué dans plusieurs textes ici au Sénat. Voilà, pour autant, sincèrement, c'est pas un sujet clairement sur lequel l'accent a été mis. Sur la prime majoritaire, encore une fois, je pense que oui, c'est un sujet. On a même évoqué d'autres sujets, hein, dans la droite ligne de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la première des difficultés, alors là, pour le coup, elle est ressortie telle quelle, c'est la difficulté à trouver dans les plus petites communes 9 ou 11 candidats dans une commune. Ça, c'est une réalité absolue aujourd'hui. Et de nous poser la question très directement, s'il n'y a pas lieu à s'interroger sur la diminution de nombre de conseillères et de conseillers municipaux dans les communes, parce qu'aujourd'hui, avec la meilleure volonté du monde, et faisant fi justement de toutes les formes d'opposition, considérant que les oppositions peuvent s'exprimer dans une liste qui se présente même unie devant les électeurs, eh ben, il faut arriver à trouver ces 9, 11 ou plus personnes qui se portent candidats. Là, il y a sincèrement un véritable sujet. Donc, oui, pourquoi pas. Les questions que vous posez, elles restent ouvertes. En tout cas, elles n'ont pas été exprimées. Et vraiment, je le dis, j'en remercie à nouveau l'ensemble des membres de la mission. Je crois qu'on n'a éludé aucun sujet, y compris le rapport entre nos concitoyens et la démocratie locale, y compris la question de la démocratie participative, comment on invite nos concitoyens à se prononcer, quels outils on donne aux maires pour concerter, pour le faire avec quelques règles du jeu. Je crois qu'on a eu plusieurs séquences de travail avec des maires qui se sont livrés à l'exercice, et là, dans les plus petites comme dans les plus grandes communes. Donc voilà, ce sont des sujets. Donc oui, nous sommes très vigilants à ce que les oppositions puissent s'exprimer, qu'elles le fassent avec des moyens. Ça, c'est une évidence. D'ailleurs, je rappellerai au passage que, encore une fois, dès que nous avons eu l'occasion de le faire, nous avons traité ce sujet dans les différents textes et les derniers textes territoriaux. Mais sincèrement, aujourd'hui, ce n'est pas une demande qui a été, quel qu'en soit le territoire ou la commune, exprimée comme telle. Et encore une fois, qui nécessite vraiment une analyse fine, parce que les demandes ne sont pas les mêmes dès lors qu'on est dans une commune j'ai dit 500, mais 300, 400, voire moins d'habitants, ou qu'on est dans une commune de 10 000, où on a forcément des clivages politiques ou territoriaux plus affirmés. Oui, monsieur Fauré pour la Gazette des communes, me dit-on. Oui, monsieur Fauré, il faut juste que vous mettiez votre micro, parce qu'a priori, là, on le voit coupé. Voilà, ça a l'air. Allez-y. Allez-y, on vous entend. Ah. On a un sujet, on ne vous entend plus. Y a-t-il d'autres personnes qui demandent à... Ouais. Si vous avez un sujet, peut-être pouvez-vous... Oui. Oui, on vous entend. Peut-être mettre plus fort le... Sinon, vous pouvez nous écrire aussi la question si vous le souhaitez.
Peut-être le temps que l'on règle, s'il y a une autre question. Allez-y. Comment les maires vont-ils exprimer leur blues à l'occasion des sénatoriales, j'imagine, c'est ça? Alors, pour être très honnête, nous ne leur avons pas posé la question. Mais voilà, comme le dit Jean-Marc Boyer, vous pouvez être sûr que vous serez fixé d'ici 3 mois. Non, pour répondre de façon plus sérieuse, je crois que nous avons là aussi intérêt à essayer, parce que par définition et parce que le Sénat est avant tout la chambre des territoires, une vocation et une envie chevillée au corps, mais depuis maintenant plusieurs années. Je rappelais tout à l'heure la constance des propositions sénatoriales, la volonté, et je crois qu'elle est intacte et j'allais dire peut-être même décuplée chez les collègues sénatrices et sénateurs, c'est vraiment d'essayer d'apporter des solutions très concrètes. Je prends l'exemple notamment d'un des sujets qui est revenu sur tous les territoires, qui a été porté par toutes les associations d'élus, quelles qu'elles soient, intercommunalité de France, que ce soit les maires de France, que ce soit les maires ruraux, y compris qui transparaît dans la concertation et dans le sondage, c'est le rapport à l'État. Disons les choses très clairement. Je pense qu'aujourd'hui, on a le sentiment, malheureusement, exprimé de façon très différente selon les interlocuteurs, mais qu'il est devenu de plus en plus difficile de conjuguer et de faire en sorte que déconcentration et décentralisation aillent de pair. Et face à un besoin d'immédiateté auquel sont confrontés les maires, il y a un temps et un manque d'agilité au niveau des services déconcentrés de l'État, alors qui ne met surtout pas en cause la bonne volonté des préfets, des sous-préfets, qui paraissent être même plutôt ces personnes plébiscitées pour être, comme je le disais, les ensembliers, les coordonnateurs de l'action publique sur les territoires, mais par rapport aux moyens dont elles disposent elles-mêmes. Je vous prends un exemple. Vous avez parlé, tout à l'heure, quelqu'un a parlé de la question de l'ingénierie. La question de l'ingénierie, elle est réelle. Mais aujourd'hui, pardon de le dire, c'est très compliqué, parce que sur l'ingénierie, on a plus qu'une politique en silo. Vous avez l'ingénierie des collectivités qui existent et qui fonctionnent plutôt bien. Vous avez l'ingénierie de l'État qui passe aujourd'hui par toute cette politique d'appel à projets qui est portée par l'ANCT avec les petites villes de demain, Action Cœur de Ville, et qui, avec France Ruralité, maintenant va s'intéresser au village. Et puis vous avez ces personnes, ces techniciens qui vont être recrutés dans les préfectures pour, là encore, nourrir l'ingénierie d'État. Vous en conviendrez, ce n'est pas le biais le plus simple pour répondre à la fois à la politique d'appel à projet, pour répondre à la volonté de nourrir des projets dans les plus petites intercommunalités ou les plus petites communes de France. Et donc on a vraiment, vraiment besoin de porter, et nous le portons ici au Sénat, l'idée que l'État aboutisse sa déconcentration, encore une fois, dans un souci d'efficience et de simplification. Y a-t-il d'autres questions? C'est bon? Voilà, bah écoutez, a priori, il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, nous restons tout à fait attentifs aux questions que vous pourriez être amenés à vous poser à la lecture du rapport, et pour des informations complémentaires. Encore une fois, je tiens à remercier à la fois, bien sûr, la présidente de la mission d'information, parce qu'elle nous a permis vraiment de concerter, d'être à l'écoute du maximum d'élus des territoires, l'ensemble des membres de la mission qui ont été particulièrement proactifs et qui nous ont fait eux-mêmes remonter les aspirations des différents territoires dans lesquels ils sont élus, en nous permettant notamment de rencontrer des maires qui sont confrontés au quotidien à des problématiques
particulière. Et quand je dis maire, c'est aussi des élus intercommunaux. Donc voilà, un grand merci, en tout cas à votre entière disposition, et surtout vous remercier de l'intérêt que vous avez porté à nos travaux et que nous essaierons de porter et de traduire demain dans une démarche législative. Voilà, je vous remercie.